Bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 mois entiers qu'on n'a pas vu Luffy, Zoro et Sanji, depuis le chapitre 1145. On arrive au chapitre 1151, et je pense qu'il est grand temps pour eux de revenir sur le devant de la scène. Ça fait longtemps, alors que mine de rien, ils sont à Elbaf, et qu'on est toujours à Elbaf, dans le sens où on a les événements d'Elbaf, et pas d'ailleurs, mais aussi et surtout parce qu'Imu fait un carnage sur la terre des géants. Dory et Brogy sont devenus des démons à sa botte. Et on a un duo Imu-Killingham qui est totalement cheaté. Il est donc grand temps pour les patrons de revenir. Déjà on connaît la raison de l'absence. Il fallait que les choses se fassent de cette manière pour en arriver à l'introduction de Imu, forme d'Unko. Faut un temps d'introduction suffisant et surtout, faut qu'Imu puisse faire une armée de démons. Un peu comme pour les chevaliers qui devaient être introduits de la meilleure des manières. Mais quand on prend une vision plus globale, on se rend compte qu'Oda contrebalance totalement les rapports au danger et à la puissance des Prota et Anta dans son arc. Si on prend l'arc Enies Lobby, ce processus n'a pas été utilisé. C'est la galère contre le CP9 qui est un groupe d'Anta très fort pour l'époque et pour le contexte. On est inférieur en termes de puissance et tout le monde gagne successivement. Ce processus a été utilisé à Dressrosa pour les alliés. Mais Dressrosa c'est encore différent car on a eu les deux. Rappelez-vous du gigantesque changement de situation avec Sugar et ses jouets, qui est le résultat d'un gros coup de chance d'Usopp qui pour le coup a été d'une très grande importance. Et c'est quelque chose qu'il pourrait faire très bientôt, parce qu'il le fait tout le temps quand on s'y attend pas. Sur Onigashima, on a eu pareil que sur Enies Lobby, mais en contexte de bataille. Et le plus gros des changements, c'est les victoires successives en 1 contre 1, ou 2 contre 1 pour Kid Elo contre Big Mom. Mais on n'a pas réellement de bascule totale, alors que pour Egghead, on en a plusieurs. Les Séraphins sont contre nous, puis avec nous, puis contre nous. Des PX boostés et des Seabeast qui sont avec nous via Sentomaru, puis contre nous via Kizaru, et enfin avec nous via Bonnie. Sur Egghead, on a Luffy, et Luffy, il est trop fort. Il est de très loin le plus fort de l'île. Sauf qu'il perd son énergie, et là, on a un doyen, ce qui change la donne. On va pas refaire toute l'histoire, il invoque tous les doyens, des doyens immortels, et ça se termine par un coup d'Aki des rois de Joy Boy, qui fait le ménage. Rendez-vous compte du nombre de retournements total au niveau de l'arc. Sur Elbaf, au départ, on se dit que les Mugi sont beaucoup trop forts. Puis, on introduit un véritable démon, Loki. Sauf qu'il est enfermé. On a le jumeau de Shanks qui débarque, sauf qu'il tabasse Loki et qu'il part. On a Gunko, Killingham et Summers qui sont immortels. Killingham invoque des monstres qui font un carnage, mais les géants contrebalancent. Oda recontrebalance avec des monstres en cauchemar qui sont les femmes des géants, ce qui les bloque. Et là on a un duo d'action avec Gaban qui est éloigné via son fils, via un sacrifice, et Imu qui débarque pour faire une armée de géants. On en est là actuellement. Voilà pourquoi il faut parler de Luffy, Zoro et Sanji. Sauf que ce n'est pas tout, car dans le groupe, on a Ajrodin. Alors oui, ça peut faire sourire. Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que ce gros nul va faire? Et je peux vous comprendre, mais attention. Ajrodin, on l'a connu au chapitre 706. Puis au chapitre 714, il combat dans le groupe de Luffy, qui a comme ami un taureau, Togyu. Luffy rigole avec lui pendant qu'il charge des combattants, sauf qu'il finit par toucher Ajrodin, qui lui envoie une frappe. Le taureau est tétanisé et il se fait écraser, ce qui énerve Luffy qui one-shot le géant avec une grosse frappe pleine tête en Gear Second. L'introduction d'Ajrodin n'est pas glorieuse, je vous l'accorde. Même si Luffy utilise un Gear Second pour le frapper et qu'il le frappe avec haine, le fait est qu'il a one-shot. Ensuite, il affronte McVise, qui a le Tonton Nomi. Ajrodin est en difficulté, mais il repense au fait qu'Usopp l'a sauvé. Il annonce à Zoro qu'il va gagner. McVise lance une technique 1000 tonnes, qu'il change en 10 000 tonnes. Ajrodin répond avec Gungnir, et il gagne le combat. On va pas se mentir, McVise lui a donné le combat de sa vie. C'est un fait, il a failli perdre. Et il a dû tout donner. Sauf que je pense qu'il faut un petit peu nuancer. Avec un coup final, il a pu frapper pour 10 000 tonnes, ce qui est énorme. Et tout le but, c'est de nous préparer au potentiel d'Ajrodin, qui s'est avéré être le fils d'Harald, le roi des géants, et qui frappe avec Gungnir, qui est la lance d'Odin, là où Loki frappe avec Ragnir. Loki, Ragnir, Ajrodin, Gungnir. Je suis sûr que sur Elbaf, Ajrodin aura une véritable lance ou autre, comme son frère Loki. Il faut sûrement qu'il soit digne de la porter, pour pouvoir l'utiliser. Et justement, actuellement, il peut frapper pour 10 000 tonnes. En parlant du grand Loki, c'est lui le véritable personnage, le véritable combattant qui peut tout changer. Le problème c'est qu'il est blessé, et même mortellement. Il est donc dans une très mauvaise situation. Donc, soit le fait de manger va l'aider, soit Chopper peut et va lui donner ce qu'a fait que Zoro est revenu après le toit, contre Kaido et Big Mom. Est-ce que ça peut fonctionner comme pour Zoro qui avait les os brisés? Normalement, oui. En tout cas, il faut qu'il soit en pleine forme pour l'arc, parce qu'on a des éléments de très grande taille qui peuvent faire des ravages. Du coup, je vois bien Loki one-shot un chevalier divin pour nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Ou alors, il pourrait terrasser d'un coup beaucoup de démons et de cauchemars. Le problème de Loki, c'est que c'est rapidement devenu l'un des combattants les plus teasés à haut niveau. Sauf qu'il a
immédiatement été bridé. Gaban, quand il vient, il choque Luffy et Zoro et il humilie un chevalier. Pourtant, Gaban dit que si Loki est libéré, ça va être un vrai bordel. Imaginez un peu ce que Loki peut faire. Un Loki en pleine forme, un Loki énervé, un Loki qui veut protéger la terre de ses ancêtres. Il suffit de le soigner pour avoir l'un des combattants les plus puissants du monde, qui est tout simplement gigantesque. Et il y en a un autre qu'il ne faut ni oublier ni négliger. L'ami de Loki, Mossa. Dans le chapitre 1144, Loki parle à un certain Mossa et on découvre leur relation. Ils ne se sont jamais vus, mais ils se connaissent depuis longtemps et ils sont amis. Mossa dit même que Loki est un gentil fond, ce qui l'agace, mais c'est ce qu'il pense. En tout cas, on a encore un allié qui peut être très fort et qui peut faire le taf. Ce qui nous donne Luffy, Zoro, Sanji, Loki, Mossa, Azrodin. Sans oublier les autres, dont un certain Jinbei qui est bloqué. En parlant de Jinbei, ça n'aurait échappé à personne, il a totalement floppé dans son combat contre Gunko, et surtout dans la protection de ses Nakama, qui sont les plus faibles. Jinbei, c'est censé être le 4e plus fort, et il est censé avoir ce rôle de protecteur, un rôle qu'il assume habituellement plutôt bien. Sauf que là, il a totalement floppé, et tout le monde se retrouve en grande difficulté. Ce qui m'amène à un sujet beaucoup plus sérieux que le flop des plus royales de Jinbei. Car au-delà d'être bloqués, les Mugiwara se retrouvent à la merci totale de Imu, sans aucun moyen de fuite. Et le vrai problème, il est là. Et Brogy ont été changés en démons alors qu'ils tentaient de résister. En tout cas, Brogy avait chopé Imu par la main avant de se faire exploser le bras. Il est donc très facile pour Imu de changer le groupe des Mugiwara en démons. Et c'est peut-être pour ça que Chopper est parti vers Gaban, dans le sens où il fait d'une pierre deux coups. Involontairement, vous me comprenez. Il va le soigner, sans oublier Loki, et il s'en va loin de Imu. Imu peut donc changer en démons Jinbei, Robin, Usopp et Brook. Ce qui fait 4 Mugiwara, mais ça va au-delà de ça. Parce que 1, ça peut les rendre beaucoup plus forts, et 2, les autres n'auront pas envie de les exécuter. Et toute la problématique se trouve ici. La volonté des Mugiwara d'exécuter leurs amis. Démons, certes, mais amis tout de même. Ce problème a été posé sur la table par Oda de deux façons différentes dans l'arc. Les géants qui ne voulaient pas attaquer leur femme, Cauchemar, par peur, c'est un peu différent mais vous me comprenez, et Gaban qui dépose la hache et lève les bras pour éviter que son fils ne se fasse exécuter. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est la volonté des combattants vis-à-vis de leurs proches. D'ailleurs, tout le plan de Shamrock se base sur ça. Imu peut changer les Mugi en démons et c'est ce qui peut mettre le groupe de Luffy dans une situation extrêmement compliquée. Bien évidemment, c'est pas parce que Imu peut le faire que Imu va le faire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce que moi je dis, c'est que Imu a les moyens de le faire. Imu a donc les moyens de rendre la situation beaucoup plus complexe pour les Mugiwara, qui vont se retrouver face au dilemme de leur vie. Un dilemme qui va au-delà même de leur dilemme sur Onigashima. Rappelez-vous de Sanji qui ne voulait pas utiliser le Red Suite. Tout le dilemme était là. Il ne veut pas, va-t-il le faire? Il le fait. Pareil pour Robin qui s'est changé en véritable démon, alors qu'elle ne voulait pas. Ça va au-delà de l'amour-propre, de l'ego, de l'honneur. Là on parle d'exécuter un ami proche. Ce qui me fait dire que c'est peut-être grâce à ça que Luffy va découvrir un pouvoir du Gear 5. Qui est opposé à Imu, car le dieu soleil est l'ennemi naturel du dieu des démons. Là où Imu change en démon, Nika pourrait redonner forme humaine, voire plus, Luffy pourrait immuniser. Et tout nous amène à ça, car Nika est le dieu soleil qui libère. Dès qu'il a été présenté, on nous parle de libération. Il libère et on fait une fixette sur les esclaves. La question est donc, est-ce que les démons de Imu sont des esclaves? Et la réponse est oui. De fait, ce sont des esclaves, parce qu'on a un pacte forcé. Et Nika, le dieu libérateur, libère. Ce qui fait donc que Luffy aura un nouveau pouvoir et un nouveau rôle. Monkey D. Luffy, le libérateur de démons. Dans le cas contraire, il devra exécuter ses amis. Bien sûr, ni Jinbei, ni Robin, ni Brook, ni Nami n'ont été changés en démons. Ce qui peut faire que pour vous, ce que je dis n'est pas crédible. Sauf que, il ne faut pas oublier Dory et Brogy, qui sont des amis de longue date de Luffy, et qui l'ont aidé sur Egghead. Donc, même si le groupe n'est pas changé en démons, ce pouvoir pourrait être utilisé sur les autres. Parce que Luffy va tout faire pour les empêcher de perdre la vie. Justement parce que Luffy, c'est Luffy, que Luffy incarne le guerrier libérateur et que le propre du guerrier libérateur, c'est de libérer. Ça a toujours été la philosophie de Luffy, qui est un pirate, mais qui a toujours été un libérateur à sa manière. Il a toujours été comme ça, et il sera toujours comme ça. D'ailleurs, on nous dit que les Frizoan ont leur propre volonté, et qu'ils peuvent choisir ce qui les mange. Le Ito Itonomi modèle Nika a choisi Luffy, justement pour cette raison. Quand Luffy a vu qu'Iguma avait insulté Shanks, et qu'il lui avait manqué de respect, il l'a vengé à sa manière. En le disant à Iguma. D'ailleurs, Shanks l'a compris. Luffy a toujours été comme ça, il aide, sauve, libère. Et face au dilemme démoniaque, il fera tout pour éviter que ses proches ne perdent la vie, ou pour éviter qu'il sombre dans les abysses du mal. Les pouvoirs que Luffy a actuellement, en Gear 5, c'est rien comparé à ce qu'il peut, et surtout, va avoir. Déjà, c'est le dieu soleil, et pour l'instant, aucun lien avec le potentiel du soleil. Alors que Imu incarne les enfers. Au niveau de ses pouvoirs, tout est là. Et ensuite, justement parce qu'Imu a beaucoup de pouvoirs,
cheater. Il n'y a aucun monde où son opposé, donc Nika, n'a rien de plus que ce que Luffy fait actuellement. Quand un lecteur demande à Oda comment Luffy fait pour faire apparaître des lunettes et une batte de baseball, il répond « c'est l'entrée vers l'imaginaire de Nika », ce qui veut dire qu'on parle d'imagination. Il matérialise ce qu'il imagine, un peu comme qui Killingham, qui matérialise les cauchemars des gens. Et le cas de Killingham est justement très intéressant parce qu'en faisant un lien, je me suis rendu compte du potentiel des pouvoirs de Luffy. Killingham matérialise les pires cauchemars des personnes, ce qui est totalement fou, voire cheaté. Ce qui rend le pouvoir encore meilleur, c'est que la puissance des créatures invoquées dépend des gens. On apprend que si l'enfant savait qui est réellement Loki, la créature serait beaucoup plus forte. Pour simplifier, on peut dire que ces monstres viennent du monde des cauchemars. En prenant cet élément en compte, on est censé comprendre tout le potentiel du pouvoir de Nika, qui n'a pas fait grand chose pour l'instant. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, car contre Kaido, il venait de s'éveiller. Il venait de découvrir ses pouvoirs. Et sur Egghead, il commence vraiment à matérialiser son imagination en fonction des circonstances. C'est pour ça qu'il crée une batte pour contrer Saturne. Contre Kaido, il fallait charger un énorme point. Le point le plus puissant possible pour surpasser la puissance offensive de la créature la plus forte du monde. Il a utilisé tout ce qu'il avait appris pour faire un énorme point, pour battre le Shoryuken, sans oublier la chaleur qu'il dégage. C'est vraiment sur Elbaf qu'il faut qu'il utilise ses pouvoirs de l'imagination pour pouvoir combattre en fonction des situations. Et ce n'est pas tout car il a un dilemme démoniaque via ses amis. Il sera donc dans une situation où il devra à la fois frapper, créer et trouver un moyen de sauver ses amis. Ce sera l'une des situations les plus compliquées de sa vie, parce qu'en même temps, il fera face à la puissance démoniaque du diable. Et c'est pour cette raison qu'il pourra compter, comme dit plus tôt, sur ses alliés. Ce qui nous amène à parler des éléments les plus puissants au niveau individuel côté démon. Dory, Brogy, Killingham, Somers. Les limites de puissance de Somers, on les connaît. Quasi one-shot par Gaban. Sauf que Gaban, c'est pas un petit. Au-delà de savoir comment contrer la régène, Gaban est un véritable monstre, qui est dans le top mondial en termes de puissance. On n'a pas d'infos sur la puissance individuelle de Killingham, en 1 contre 1. On ne sait pas s'il est équivalent à Somers, mais partons du principe que c'est le cas. On a aussi Dory et Brogy, qui sont maintenant de gigantesques démons boostés par Im. Ce qui nous donne 4 guerriers principaux avec en chef Imu. Pour l'instant, on tombe juste avec 4 guerriers côté Luffy. Sanji, Zoro, Loki, Ashrodin. Mosa est théorique, mais si on l'ajoute, on en a 5. Sauf qu'il faudra faire le ménage. Et c'est là que Loki entre en scène, car il peut assumer un rôle de protecteur. Si Loki terra Somers, il peut utiliser Ragnir contre les géants ou les cauchemars. Même si encore une fois, c'est compliqué à cause des alliés. Va-t-il les exécuter? S'il a le dernier mot, oui, mais si Luffy refuse catégoriquement, ça va être compliqué. Plus tôt, je parlais d'Ashrodin, et je vous ai dit, attention à lui. Sauf que maintenant, je vais être encore plus clair, parce que je crée le train Ashrodin, qui va nous montrer qu'il est le digne fils d'Harald, et qu'il peut assumer un rôle de grand guerrier d'Elbaf, qui est présenté comme étant le pays le plus fort du monde, mais qui n'avait plus Harald et Loki. Loki va combattre pour le pays parce qu'il le faut, mais Ashrodin doit également faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est un véritable carnage pour nous montrer une puissance digne de ce nom, parce qu'Ashrodin est le prochain roi d'Elbaf. En effet, ce titre n'est pas pour Loki, car c'est contre sa nature. Rappelez-vous du flashback de Road avec Ashrodin qui agit comme Luffy. Ashrodin sera un très grand roi, et il va nous le prouver pendant l'arc. J'irai même encore plus loin en vous disant qu'Ashrodin aura sûrement le Haki des rois. C'est le fils d'Harald, le frère de Loki, le prochain roi d'Elbaf. C'est un géant qui a une destinée royale. Je vous le dis, montez dans le train. En parlant d'Ashrodin, faut pas oublier qu'au-delà d'être le fils d'Harald et le frère de Loki, c'est un commandant de la flotte de Luffy. Et que dans cette flotte, on a des commandants qui sont destinés à de grandes choses. Parce qu'on n'a pas que des combattants, on a surtout des représentants. Léo représente les Tontata. Sai est l'héritier de Don Shinjao et le chef suprême de la marine des 8 trésors. Blue Gilly représente les longues jambes, Hideo les longs bras et Cavendish les pirates nobles. Ils sont tous destinés à de grandes choses pour 2 raisons, leur lien avec Luffy et le fait qu'ils représentent quelque chose. On en vient à parler de la puissance des démons, qui est un sujet central parce qu'on a 2 problèmes, le nombre et le double boost. On a beaucoup de démons créés par Imu et surtout un effet de cumul avec les cauchemars de Killingham que Imu boost, avec des pouvoirs démoniaques. Les cauchemars de Killingham sont effrayants de base, mais pas surpuissants. Des gens lambda étant en galère, ce qui fait qu'on n'a pas de créatures en carton, mais les vrais combattants faisaient le taf. Sauf que là, on a des créatures cauchemardesques, de géants et surtout des monstres boostés par Im, ce qui rend les monstres beaucoup plus dangereux et puissants. Sans oublier Dory et Brogy et les géants. Le niveau de puissance de Dory et Brogy est ambigu parce qu'on n'a pas réellement de quoi confirmer. Ce qui fait que c'est compliqué, mais c'est un avantage pour le manga, car le mangaka est beaucoup plus libre, et qu'il peut doser le boost comme il l'entend. Même en cas de gros combat contre Sanji et Zoro, Ifrit et Roi des Enfers, on pourra même pas connaître le véritable boost de Im. Ce qui fait qu'on pourra réellement jauger
ceci à Mugiwara et changer en démon. Comme on connaît leurs véritables compétences, on pourra voir la différence. Le boost démoniaque est donc un excellent moyen de sortir des combattants de gros niveau pour affronter n'importe qui, dont des Mugiwara qui n'avaient pas réellement de véritables adversaires de prédilection. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.